je suis Jean-Marc Fichben, je suis coach professionnel certifié spécialisé dans le monde de la douance. Alors, le monde de la douance, c'est le monde des hauts potentiels intellectuels, qu'on appelle aussi zèbres et surdoués. Vous avez dû certainement voir un certain nombre de vidéos qui vous expliquent de quelle façon ils fonctionnent, avec une approche psychologue clinicien dans l'observation, aussi une approche quantitative, peut-être même qualificative, qualitative, de ce qu'est le haut potentiel, de son approche en termes de nombre, son approche aussi en appréhension des choses, en fonctionnement, comme si on pouvait simplement l'observer comme un rat de laboratoire le définir comme une population, une ethnie ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, je sais très bien que c'est une population qui attire beaucoup la curiosité parce qu'on les appelle d'ailleurs les atypiques, très souvent les atypiques. Alors, pour commencer, on va commencer simplement par vous donner un nombre, 2,3%. Ce chiffre de 2,3% est un chiffre intéressant parce que c'est le chiffre qui est livré par des psychologues cliniciens très connus, que je peux citer, qui sont Monique de Kermadec et Jeanne Siofachin, donc qui sont très reconnus dans le milieu et qui vous disent, voilà, sur toute la population mondiale, vous avez environ 2,3% de cette population qui décrit un certain nombre de caractéristiques et que l'on classifie chez les hauts potentiels intellectuels. Formidable. J'espère que vous avez bien retenu ce chiffre parce qu'il est quand même important, 2,3%. Retenez-le bien. Et puis, une fois que vous l'aurez bien retenu, vous prenez une gomme, un Tipex, tout ce que vous voulez, et vous l'effacez. Parce que la réalité fait que ce chiffre-là n'a rien à voir avec cette réalité. On définit un haut potentiel intellectuel de façon générale, quelqu'un qui a un quotient intellectuel sur l'échelle de Wechsler supérieur à 130. Vous pourrez voir dans d'autres vidéos, on vous expliquera exactement comment c'est quantifié, que le quotient intellectuel moyen est de temps, qu'ensuite on a défini des bar charts et qu'on peut derrière dire, voilà, à partir de ce moment-là, on identifie une possibilité de haute potentialité intellectuelle quand le quotient intellectuel est déjà supérieur à 130. Mais ça n'est pas suffisant. Ce que je vous propose, c'est d'aborder les choses peut-être d'une façon différente, comme le ferait peut-être un haut potentiel intellectuel. On va aborder les choses peut-être avec les neurosciences. On va aller un petit peu plus loin, je crois. On va aborder aussi les choses de façon énergétique. Et là, peut-être même que non seulement vous allez pouvoir vous reconnaître, parce que je donnerai aussi un certain nombre de caractéristiques, mais vous allez, au-delà de tout ça, voir des gens que vous connaissez, peut-être même identifier vos enfants. Et ça devient intéressant. Alors, on va commencer tout simplement par expliquer ce qu'est la douance. On a tendance à penser qu'un haut potentiel intellectuel, un surdoué, c'est le petit garçon avec le nœud papillon, la cravate, qui a réussi dans tout, qui a une vie formidable, qui dépasse tout. C'est une idée qu'on a de l'intelligence, d'ailleurs. Mais en réalité, on a tout faux. On a tout faux. Pourquoi? Parce que la douance n'est surtout pas un gage de réussite professionnelle, de confiance en soi, de capacité à prendre des décisions, de réussite personnelle et de réussite sociale. Comment est-ce que les neurosciences, elles, perçoivent ce haut potentiel intellectuel? Et je préfère parler de potentialité, parce qu'en réalité, quand on livre le mot surdoué, on a et là, ça y est, c'est posé, c'est fait. Rien n'est fait. Et c'est là que c'est intéressant. On parle de potentialité. Et la potentialité peut se révéler ou ne peut ne pas se révéler. Sachant que le monde dans lequel vivent ces hauts potentiels est un monde qui est adapté. Certains même se sentent être des extraterrestres dans ce monde. Mais on y reviendra. Alors,
le mode de fonctionnement vu par les neurosciences. Vous avez dans notre cerveau, nous avons deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui est séparé par une zone qu'on appelle la zone calleuse, qui est une sorte de crevasse à travers laquelle un certain nombre d'informations circulent. Chaque zone du cerveau a ses caractéristiques. Pour la zone gauche, ce qu'on appelle le cerveau gauche, l'hémisphère gauche, nous retrouvons la logique, le calcul, le langage, l'écriture, la rationalité et tout ce qui touche à l'individuel. Cela peut vous faire penser à toute la partie consciente, ce qu'on appelle le mental. De l'autre côté, vous avez le cerveau droit. Et le cerveau droit, c'est une autre paire de manches, c'est la créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions et les perceptions sensorielles. Le cerveau droit, lui, est propice à la créativité, à l'intuition, à l'émotion. Tiens, l'émotion, l'inconscient et la pensée divergente. D'ailleurs, c'est peut-être là qu'on retrouve l'inconscient et le subconscient. Le cerveau gauche, lui, traite par contre de l'organisation, de la structure des pensées, des compétences logiques et rationnelles, des raisonnements argumentés, de la communication verbale et les fonctions du langage. Alors, le HPI plutôt cerveau droit, plutôt cerveau gauche. Ah, la logique, le calcul nous amènerait, et le langage nous amènerait plutôt sur le gauche. Eh bien non, pas du tout. En réalité, il est plutôt cerveau droit. Alors, et bien évidemment, chaque être humain utilise les deux hémisphères de son cerveau. Mais la plus activée chez le haut potentiel, c'est l'hémisphère droit. D'ailleurs, si on réalisait l'IRM du cerveau de l'hémisphère droit, de l'hémisphère droit du cerveau du haut potentiel, on pourrait observer la couche de masse blanche, du lobe frontal au lobe pariétal, une couche de masse blanche plus épaisse. Bon, je vous parle peut-être chinois. Pour vous faire une traduction très simple, vous avez sur cette masse blanche en fait des échanges avec des connexions neuronales. Pour ramener les choses, c'est pas le nombre de neurones qui compte, c'est pas le poids ni la taille du cerveau qui compte, c'est le nombre de connexions et la vitesse à laquelle les informations peuvent transiter. Pour rappeler simplement, le neurone est là, reçoit et envoie un signal électrique et libère aussi des neurotransmetteurs. Et plus ça va vite, plus l'information circule vite, et plus elle est ramifiée, plus l'intelligence peut se manifester. C'est rapide, c'est comme un ordinateur. Alors, l'HPI, au potentiel intellectuel, hémisphère gauche. La créativité, l'imagination, l'intuition, les rêves, les émotions, les perceptions sensorielles, bien qu'il y ait aussi de l'autre côté de la logique. Mais ça va beaucoup plus vite, bien plus vite. Le nombre de connexions est bien plus grand. Alors, quelle est la différence? La différence est très simple. On parle de pensée en arborescence. Une idée qui amène une autre, qui en amène une autre, et encore une autre, une autre, une autre. Et au bout du compte, on se retrouve avec un flux d'idées et d'informations. On part d'une petite cuillère, on arrive sur un chat. Et pourtant, chaque chose est embriquée et se suit. L'expression est aussi claire et compréhensible. Les ressources requises par l'hémisphère droit sont telles que le haut potentiel intellectuel sera facilement amené à abandonner la structuration claire et linéaire, notamment au niveau de l'expression orale. Beaucoup de ressenti, une approche différente. Ce schéma est en quelque sorte simplifié. Les neurosciences apportent à ce jour que la réalisation d'une tâche nécessite la contribution des deux hémisphères. Et cela est vérifié. Donc, nous avons bien compris jusqu'à présent que l'architecture cérébrale du haut potentiel intellectuel est déjà différente.
et ce qui lui donne un mode de fonctionnement atypique, structurellement, dans son cerveau. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe de nombreux des tests de quotient intellectuel, plus le test de la Mensa, qui est une association internationale qui se consacre à ces personnes haut potentiel pour les détecter. Alors, il y a le test qui s'appelle le WAIS, voilà, Wechsler Adult Intelligence Scale, ok, et le WISC pour les enfants. On considère que lorsqu'on a un QI supérieur à 130, on a de fortes présomptions d'être un haut potentiel intellectuel. Maintenant, il faut bien comprendre que avant d'être un adulte, entre guillemets, surdoué, on a été certainement un enfant précoce. Une deuxième chose qui permet de tester cette haute potentialité, c'est le test de personnalité. Alors, le haut potentiel est avant tout un humain avec un fonctionnement atypique. Il est nécessaire, dans un cadre de bienveillance, de mesurer son équilibre psychologique et puis d'appréhender l'organisation affective. Alors, pour ça, le test de personnalité lui est nécessaire. Alors, il faut intégrer que ces résultats ne sont pas forcément significatifs. L'état psychologique du patient est aussi un élément important. Voilà. On essaie d'approcher, si vous voulez, avec un certain nombre d'outils, essayer de définir lui il est, lui il n'est pas, etc. En réalité, c'est un mode de fonctionnement global. Et ce mode de fonctionnement, on va pouvoir en parler. Alors, il y a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence cognitive, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a aussi l'intelligence relationnelle, l'intelligence créative. Je pourrais vous citer, si vous voulez, un bon nombre de choses, un bon nombre de caractéristiques. Et d'ailleurs, je vais vous en citer quelques-unes qui vont vous permettre d'identifier ou de vous identifier ou d'identifier quelqu'un proche de vous, qui pourrait être un haut potentiel intellectuel. Une pensée en arborescence, une hypersensibilité, une remise en question permanente, 80% du temps en doute. Et ça, on peut aussi l'expliquer. Une tendance à la passion, une intuition fulgurante, authenticité, naïveté, enthousiasme, soif de connaissance, quête de vérité, créativité, exigence envers soi et envers les autres, un désir de partage de la connaissance, quelqu'un qui a aussi du mal à contrôler ses émotions. Il se pense incompris. Il pourrait d'ailleurs exercer toutes sortes de métiers de la même façon, puisqu'il comprend très vite, il s'adapte très très vite. Une empathie très développée, une forte bienveillance. Autodidacte, un regard porté différent, quelqu'un de très lucide aussi, mais surtout atypique, avec une faible estime de soi. Vous voyez, le cocktail est assez impressionnant. Alors, voilà une approche qui est presque classique, même si on y introduit les neurosciences. Franchement, elle est presque ennuyeuse. Une fois que vous avez caractérisé le haut potentiel, ah ben voilà, tu es comme ci, tu es comme ça, tu réagis plutôt comme ci, plutôt comme ça, tu as tes spleens, tu es bien, tu es pas bien, le monde n'est pas adapté à toi, alors tu as trois types de modes d'adaptation qui sont des modes différents. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, on peut retrouver quoi? Pas grand-chose. Alors, on va vous dire, si tu veux être heureux dans ta vie, si tu veux atteindre des objectifs, si tu veux faire ça. En fait, c'est une ânerie. C'est une ânerie, on n'arrête pas de vous vendre ces choses-là, c'est insupportable. Je suis coach pour haut potentiel intellectuel et le but, c'est de ne pas déterminer d'objectif. Ah, maintenant, il faut comprendre pourquoi. Une personne neurotypique, elle, va définir
simplement comme l'exige son hémisphère gauche, une séquence. Il va partir d'un point A pour aller vers un point B. Il va sniper, il va viser. Le haut potentiel intellectuel ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Lui, pour faire un pas, il est dans sa sphère. Et dans sa sphère, tant que les feux ne sont pas tous au vert, il n'avance pas. Alors, déjà déterminer un objectif pour lui, c'est déjà compliqué. Alors, si en plus, il doit attendre que tous les feux soient au vert pour avancer, c'est pas la peine. Sa vision est une vision d'ensemble, ce qu'on appelle une vision holistique. Il croit en Dieu depuis toujours. Il croit en une unicité, une force présente. Il est branché, connecté, voilà, connecté. Pas connecté au smartphone, mais connecté tout court. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Comme vous avez pu lire et écouter au sein des vidéos, on va vous parler encore une fois de mode de fonctionnement rattaché. Il n'en est rien. Ce que l'on veut, la plupart du temps, c'est ramener ces personnes-là en disant « Ah, tu vas développer ton potentiel pour arriver à une forme de réussite. » Mais la réussite, telle qu'elle est décrite, n'a aucun intérêt pour eux. Premièrement, parce que l'argent ne les intéresse pas. Bon, peut-être pour avoir un toit et de quoi manger, mais le reste, c'est sans intérêt. Parce que la définition de la réussite pour les neurotypiques n'est pas du tout la même. Mais par contre, on leur a implanté des puces depuis qu'ils sont petits et on leur répète réussir, avoir un bon job, avoir de l'argent, femme, enfant, etc. Ce qui pour eux est hyper difficile en réalité. Alors ils y arrivent parce qu'ils adaptent leur intelligence, mais ils n'aboutissent pas, leurs projets n'aboutissent pas. Maintenant, on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui travaillent et qui connaissent un peu les énergies, et qui connaissent aussi l'évolution, en tout cas qui croient en l'évolution de l'être humain, nous avons ce qu'on appelle 3 cerveaux. Le reptilien, le limbique et tout ce qui contient le cortex. Alors, le reptilien, ce sont toutes les fonctions animales telles qu'on peut les connaître, nos réflexes, la respiration. Ça, c'est le reptilien. On parle de la même façon du limbique. Le limbique, c'est là où se logent les émotions, c'est là où l'on retrouve aussi la mémoire. Et le cortex, tel qu'il a été défini avec ces 2 hémisphères. L'évolution nous a amené, on croit ou pas, mais nous a amené à commencer à mentaliser les choses et aller au-delà de notre partie animale, de notre partie émotionnelle, pour pouvoir structurer et évoluer. Maintenant, on peut aller plus loin. Dans le cortex, qui est en fait une forme d'aboutissement, il y a ces fameuses 2 zones. On pourrait penser que l'évolution est l'hémisphère droit. Parce que contrairement à la gauche, qu'il s'agisse de créativité, d'imagination, tout dans cette partie est infini. Dans la partie gauche, tout ce qui touche à l'analyse, tout ce qui touche à la logique, a un début, au langage aussi, un début, une fin. C'est limité par le nombre de mots que vous connaissez, c'est limité par le nombre de langues que vous maîtrisez. Quand on vous dit, vous maîtrisez, allez, vous utilisez 10% de votre cerveau. Je trouve que le calcul est extraordinaire. On calcule 10% du cerveau. Mais alors,
pour ceux qui ont fait un peu d'études mathématiques, déterminer un pourcentage sur une partie finie à laquelle on additionne une partie infinie, 10% de l'infini, c'est quoi? Bah, c'est l'infini. Donc c'est complètement idiot. Par contre, dire qu'on utilise surtout notre hémisphère gauche, qui est, elle, limitée et représente une partie, là, c'est beaucoup plus juste. Donc, techniquement, l'évolution et l'intelligence est liée à la stimulation, voire même la surstimulation de l'hémisphère droit. Et c'est ça l'évolution. Et le haut potentiel intellectuel rentre complètement dans ce cadre-là. Sa vision n'est pas une vision directionnelle, c'est une vision sphérique, une forme d'écologie. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder et de viser, il va regarder tout ce qu'il y a autour de lui. Et si tout est OK, là, il va pouvoir avancer. Il va remettre aussi tout en doute. Et à quoi ça sert de remettre les choses en doute? Chaque jour, 98% de vos croyances sont les mêmes le lendemain. En termes d'évolution, c'est moyen. C'est pour ça qu'on met du temps à grandir, à comprendre, à changer. Si le haut potentiel, comme il met quasiment tout en doute à 80%, sa potentialité de remettre en cause ses croyances est beaucoup plus grande. Donc de déployer cette fois-ci une vision nouvelle, de remettre les choses en cause. Alors c'est une catastrophe dans sa vie, mais c'est ce qui lui permet d'avancer, en tout cas d'avoir cette potentialité pour avancer et pour grandir. Là, on a parlé encore biologie. Maintenant, même anatomie. Maintenant, on va parler énergie. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le monde de l'énergie, en tout cas le monde des chakras. Cela doit vous parler. Donc, on définit de façon générale, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après il y en a qui vont me dire il y en a d'autres, etc. 7 chakras. Le chakra racine, je ne vais pas vous donner les noms en hindou, c'est compliqué pour moi. Le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Chacun de ces chakras est une forme de vortex qui va véhiculer de l'énergie et qui a des fonctions très, 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 très spécifiques. Et vous allez comprendre quelles sont les différences entre le neurotypique et le haut potentiel, et vous allez comprendre pourquoi les choses fonctionnent chez l'un, parce qu'elles sont adaptées au monde dans lequel nous sommes, et ne fonctionnent pas chez l'autre, parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. Le chakra racine, le premier, celui qui est connecté aux besoins, à la terre, à la matérialité. C'est le besoin dans toute sa splendeur. C'est comme ça qu'on fonctionne, normalement. Nous avons un besoin, nous nous connectons à ce besoin, qui est souvent très matériel, ça peut être manger, boire, rencontrer. Ensuite, on va hisser ce besoin, on va lui donner de l'envie. On monte un taux de vibration de ce qu'on appelle le chakra sacré, c'est le désir. Une fois que l'on a fait ça, pour aboutir encore et développer et arriver au bout d'un objectif, on va l'amener au plexus solaire. C'est pour moi, c'est à moi. Là, on fait une pause. Le besoin, le désir, pour moi.
Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Le cerveau reptilien, le cerveau primaire, avec le cervelet, le tronc cérébral, animal. Tout ça est très animal. On est en train de suivre l'évolution. Allez, on avance un peu. Le chakra suivant est le chakra du cœur. On y met du cœur, on y met de l'émotion, on y met des choses. Ah, nous sommes passés dans le limbique. Encore une autre évolution. Chakra suivant, chakra de la gorge. La parole. La parole, tiens, c'est intéressant la parole. Nous sommes passés dans le cortex, hémisphère gauche. C'est incroyable cet hémisphère gauche. Et le troisième œil, le chakra suivant. Le chakra du troisième œil, c'est la perception, c'est la visualisation. Nous sommes dans un monde entre l'idée, on a quitté une forme de matérialité pour rentrer dans une forme de spiritualité, dans le monde des idées, créativité. Ah, ça y est, nous avons atteint l'hémisphère droit. Et le chakra couronne, les connexions avec Dieu, l'univers, comme chacun voudra. Le neurotypique, lui, pour réaliser ses projets, ses besoins, ses désirs, lui, va utiliser, allez, jusqu'aux 5 premiers. Le besoin, le désir, pour moi, j'y mets du cœur, de la force et du courage pour réaliser mon objectif, mes désirs. Et je peux le formaliser avec le chakra de la gorge. Il est extrêmement rare de pouvoir prendre un recul spirituel sur les choses. Mais cela arrive, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Par contre, les connexions avec les divinités, non, c'est pas tout à fait ça. C'est un travail, mais ça n'est pas ça. Donc techniquement, le mécanisme est simple. On part d'un point A vers un point B et on passe les étapes de façon séquentielle, les unes derrière les autres, pour atteindre et mettre en place les objectifs. Le haut potentiel intellectuel ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est tout l'inverse. Il est perché dans le monde des idées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'univers, donne-moi l'idée, donne-moi l'idée. Et il va chercher l'idée. Quand il l'a, il est heureux. Et une fois qu'il l'a, il va prendre cette idée, ce concept, et il va commencer à le regarder, à l'observer, faire travailler son troisième œil pour essayer de comprendre tout le concept de l'idée. Il va la ramener à un degré de compréhension. Ensuite, il va simplifier des idées parfois ultra complexes, des choses qu'on n'arrive pas à palper, simplement en l'exprimant, on est passé au chakra de la gorge. Parfois, ça lui plaît tellement qu'il va mettre du cœur pour réaliser son idée. Il va peut-être la ramener vers lui, mais c'est pas tout à fait ça. Et après, y rajouter du désir et en créer un besoin, c'est terminé. Voilà d'ailleurs ce qui explique pourquoi le haut potentiel intellectuel n'arrive quasiment jamais à réaliser ses objectifs. D'ailleurs, lui, il est content, il a eu l'idée, il savait, il avait le concept, il a tout compris dans le concept. Après, la réalisation, l'opérationnel, la production, l'exploitation, c'est pas pour lui. Il n'y arrive pas, il en est incapable. Sachant qu'à chaque fois qu'on passe d'un chakra à un autre, ça demande une puissance énergétique comme un électron qui passe d'une couche à une autre. Voilà pourquoi tous nos psychologues cliniciens observent ces difficultés que rencontrent les hauts potentiels. Et voilà comment on donne une explication, cette fois-ci, une explication énergétique. Parce que le haut potentiel, lui, va commencer par l'hémisphère droit, essayer de passer en hémisphère gauche, et après, il ne peut plus revenir en arrière. Il peut peut-être aller faire jouer un peu avec le limbique,
Mais retomber sur le côté animal, il ne sait pas faire et il n'y arrive pas naturellement parce qu'il ne peut pas ramener les choses à lui. Alors, dans le monde du travail, on pourrait observer que s'il a de l'admiration pour son responsable, pour son patron, il sera capable de réaliser tout ça. Pour lui, impossible. Il ne peut pas ramener à lui. Et pour les autres, il est tout à fait capable. Ça, c'est encore quelque chose d'incroyable. J'ai vu dans une vidéo quelqu'un qui parlait de mission de vie. Alors, il en a parlé très brièvement. Et puis après, un haut potentiel d'ailleurs. Et après, ça s'est volatilisé. C'est dommage. Vous avez compris que le haut potentiel intellectuel est quelqu'un de très spirituel. Il va d'abord se connecter aux choses spirituelles. Donc, il est amené à avoir une vie spirituelle. Mais attention, une vie spirituelle n'est pas forcément une vie religieuse. Parce que la religion demande une forme de discipline qui n'est pas forcément évidente, loin de là, pour le haut potentiel. Alors, à quoi est-il destiné en fait? Il y a une mission. Forcément, on en a tous une. Alors, c'est quoi la sienne? Si on regarde, on parle de bienveillance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant pour les autres. C'est quelqu'un qui va être contacté très souvent par les autres. On sent qu'il y a quelque chose qui comprend. On ressent son empathie. On ressent aussi son hypersensibilité, sa capacité à capter les choses, à les comprendre. Alors on va se diriger vers cette personne. La plupart du temps, il y a quelque chose qui brille. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui brille en eux et qui attire énormément. Et puis ils sont toujours là, ils ont toujours envie de rendre service, toujours. Alors ça sert à quoi? En réalité, les hauts potentiels intellectuels ont une vocation à soigner les gens. Pas être médecin, mais le soin dans l'écoute, le soin aussi dans l'intuition, dans l'accompagnement, dans la compréhension des concepts, pour essayer de les faire avancer et évoluer. Oui, les hauts potentiels intellectuels sont des soignants. Alors, on peut être un soignant du rire. Je pense que on a beaucoup de comiques qui nous font énormément de bien. Ça ne veut pas dire que ce sont des hauts potentiels intellectuels, mais dans le monde artistique, on en retrouve quand même pas mal. Ça peut être de l'accompagnement comme on fait avec les thérapies, celles que l'on connaît, médecine douce, médecine émotionnelle. Ça peut être aussi du bénévolat, ça peut être dans les hôpitaux, faire des sourires, accompagner les gens. Comme l'argent ne les intéresse pas, le bénévolat est toujours le bienvenu. Mais ce qui les intéresse, c'est cette connexion et cette mission de vie. C'est pour ça que quand je vois des personnes qui parlent des hauts potentiels intellectuels qui leur disent « Ah mais je vais l'aider à être quelqu'un entre guillemets de normal ». Il est atypique, il est juste pas normal, il a envie comme tout le monde de se réaliser. Il veut se réaliser et c'est fondamental. Mais se réaliser, c'est pas être patron, pas Elon Musk ou Richard Branson, ni même je ne sais quelle personne on pourrait citer qui était en tout cas qualifié comme haut potentiel intellectuel. Non. C'est plus un Moïse ou un Jésus à vouloir soigner, accompagner les gens, donner, transmettre, récupérer et transmettre. Mais on les enferme trop, on les a enfermés dans cette haute potentialité, dans cette espèce de spectre, de boule curieuse. Et c'est ça qu'on essaye de faire en réalité. La première, c'est ce que j'appelle le double coming out.
Alors, rien à voir avec nos amis homosexuels. Euh, le premier coming out, c'est déjà de sortir, parce que comme 80% d'entre eux ne savent pas qu'ils sont au potentiel intellectuel, parce que ces idées reçues de réussite font que ils disent moi je rate tout dans ma vie, je suis pas sûr de moi, j'ai pas confiance, j'ai pas d'estime, je suis pas une brute en